Il existe un papier que des millions de latino-américains poursuivent depuis des années sans savoir qu'en Espagne, il s'obtient en 2 fois moins de temps que ce que presque tout le monde imagine. Pendant que la plupart des pays européens exigent 10 ans de résidence avant d'accorder la nationalité, il y a ici tout un groupe de nations à qui l'on n'en demande officiellement que 2. Et ce n'est ni une rumeur de WhatsApp, ni la promesse d'un cabinet de conseil. C'est écrit noir sur blanc dans la loi espagnole. Aujourd'hui, on parcourt 10 faits réels sur l'Espagne, vérifiés et actualisés, pour comprendre comment on y vit vraiment. On y va en compte à rebours, du 10 au 1. Et je te préviens tout de suite, le fait numéro 2 va te surprendre et le numéro 1 va tenir exactement ce que promet le titre. Et tant qu'on y est, si tu aimes comprendre comment on vit réellement dans un pays, au-delà de la carte postale ou de la vidéo de 15 secondes, abonne-toi maintenant. Sur cette chaîne, on continue de décortiquer ces réalités pays par pays avec la même honnêteté que celle qu'on va appliquer aujourd'hui. Nugrodi, record historique de touristes. On démarre avec un chiffre qui semble exagéré, mais qui est parfaitement officiel. En 2025, l'Espagne a accueilli près de 4,26, 8 millions de touristes internationaux. Arrête-toi une seconde sur ce nombre. Près de 4,27 millions de personnes qui visitent un pays qui, en comptant celles et ceux qui y vivent 12 mois sur 12, atteint à peine 50 millions d'habitants. Autrement dit, en une seule année, il est passé par l'Espagne presque 2 fois plus de monde qu'il n'y réside réellement. Seule la France a reçu davantage de visiteurs sur toute la planète cette année-là. L'Espagne est donc la 2e destination touristique la plus visitée au monde, devant des géants comme les États-Unis ou la Chine. Et il ne s'agit ni d'un boom passager, ni d'une mode. Les dépenses de ces touristes ont dépassé les 126 milliards d'euros, un chiffre déjà supérieur au total de l'année précédente complète. La Catalogne, avec Barcelone comme aimant principal, a été la région la plus visitée avec plus de 20 millions de voyageurs, suivie de près par les Baléares et les Canaries, qui ont d'ailleurs enregistré certaines des plus fortes progressions. Le plus intéressant, c'est que les visiteurs les plus nombreux restent les mêmes qu'avant, britanniques, français et allemands. Même si le poids des voyageurs venus des États-Unis augmente d'année en année et plus surprenant encore, celui des Suisses, dont le nombre a fortement grimpé sur la dernière année. Alors si tu pensais que l'Espagne était un pays tranquille et peu fréquenté, oublie ça. C'est l'une des cartes postales les plus visitées de la planète, et ce détail explique énormément d'autres choses qu'on va voir dans cette vidéo. La pression sur le prix du logement dans les grandes villes, ou la saturation de certains services publics en haute saison. En juillet ou en août, des villes comme Barcelone, Palma de Majorque ou Séville comptent parfois plus de touristes dans leurs rues que d'habitants en train de vivre leur vie normale. Ce qui a déjà provoqué des manifestations de résidents dans plusieurs régions touristiques, fatigués de voir les loyers grimper, poussés par les logements réservés aux touristes, plutôt qu'aux familles qui ont besoin d'un toit toute l'année. Ce contraste un pays qui vit du tourisme et un pays où ses propres habitants ont de plus en plus de mal à payer un loyer est sans doute l'une des tensions sociales les plus commentées de l'Espagne d'aujourd'hui. Elle revient en permanence dans les débats politiques, dans les émissions de télévision et dans les conversations de n'importe quel quartier. New Grenoble, salaire minimum et petite ligne. En 2026, le salaire minimum interprofessionnel espagnol a été fixé à 1220 et 1 euro brut par mois, réparti sur 14 versements, ce qui représente un peu plus de 10 à 7000 euros brut par an. Ça sonne bien? Surtout comparé au salaire minimum de la plupart des pays d'Amérique latine. Et de fait, l'Espagne possède l'un des salaires minimums les plus élevés de toute l'Union européenne, derrière des pays comme le Luxembourg, l'Irlande ou l'Allemagne. Mais voici les petites lignes, celles qui n'apparaissent presque jamais dans les vidéos qui promettent « installe-toi en Espagne et sois heureux pour toujours ». Ce salaire, une fois les cotisations déduites, tombe autour de 1143 euros net par mois. Et dans des villes comme Madrid ou Barcelone, une simple chambre en colocation coûte entre 350 et 450 euros par mois. Ajoute la nourriture, les transports en commun, le téléphone et le moindre imprévu. Tu comprends vite pourquoi énormément de travailleurs, pas seulement les nouveaux arrivants, les Espagnols eux-mêmes aussi vivent en comptant chaque centime. Le salaire moyen national, lui, est nettement plus élevé. Il tourne autour de 1920 euros brut mensuels, mais il varie énormément selon la région. À Madrid, la moyenne monte à 2282 euros, au Pays Basque à 2197, en Navarre à 2093, en Catalogne à 2056. Alors que dans des communautés comme l'Estrémadure, elle descend à 1533 euros, près de 750 euros de moins par mois que dans la capitale. Pour donner une idée plus concrète, métier par métier, un infirmier touche en général autour de 1900 euros par mois, un développeur près de 2375 euros, un serveur environ 1523 euros, et un livreur de plateforme reste autour de 1440 et 1 euro. Des chiffres qui aident à comprendre à quoi s'attendre selon le type de travail décroché à l'arrivée. La conclusion honnête, la voici. L'Espagne paie en moyenne mieux qu'une bonne partie de l'Amérique latine, et ce salaire minimum a augmenté de près de 66% depuis 2018. 8 hausses consécutives qui, selon le gouvernement espagnol lui-même, bénéficient déjà à plus de 2,5 millions de travailleurs. Mais ce n'est pas le paradis des salaires faciles qu'on vend parfois sur les réseaux sociaux. Prenons un cas réel, et très courant.
Quelqu'un qui fait le ménage dans des bureaux à Madrid, payé exactement au salaire minimum. Sa paie nette tourne autour de 1143 euros. Là-dessus partent 450 euros pour une chambre en colocation, 200 euros d'alimentation de base, 420 euros de transport, et ce qui reste doit s'étirer entre les vêtements, le téléphone et le moindre imprévu de santé ou de logement. Ce n'est pas la pauvreté extrême, mais ce n'est pas non plus la vie confortable que beaucoup imaginent avant de partir. C'est un pays où, comme partout ailleurs, il faut s'asseoir et faire des calculs réels avant de faire ses valises et de traverser l'Atlantique avec des attentes qui ne collent pas toujours à la vie quotidienne. Nurui, le pays qui vieillit le plus. Ce fait ressemble à une statistique froide, du genre qu'on saute dans n'importe quel rapport. En réalité, il transforme complètement la vie quotidienne en Espagne, de la politique des retraites à l'ambiance dans les petits villages. Aujourd'hui, 1% de la population espagnole a 65 ans ou plus. Et selon les projections officielles de l'Institut national de la statistique, publiées il y a quelques semaines à peine, ce pourcentage pourrait atteindre 39% d'ici 50 ans. Autrement dit, dans quelques décennies, près d'un Espagnol sur 3 aura plus de 65 ans. Pourquoi ? Parce que les femmes espagnoles ont en moyenne 19 enfants au cours de leur vie, un chiffre très en dessous des deux, un enfant nécessaire pour qu'une population se renouvelle toute seule uniquement par les naissances, sans dépendre de personne d'autre. Si l'Espagne continue de gagner des habitants année après année et vient d'ailleurs d'atteindre son record historique de population, ce n'est pas parce qu'il y naît plus de bébés, mais parce qu'il y arrive beaucoup plus de gens de l'étranger. Ce vieillissement n'est pas une donnée abstraite dans un rapport que personne ne lit. Ça veut dire plus de retraités touchant une pension pendant plus longtemps, moins de jeunes actifs pour soutenir ce système, des villages entiers de l'intérieur du pays, surtout en Castille et Léon ou dans les Asturies, qui se vident peu à peu jusqu'à ne plus compter qu'une poignée d'habitants. Et, en même temps, un besoin réel et constant de main-d'œuvre immigrée dans des secteurs comme l'aide aux personnes âgées, le bâtiment, la restauration ou l'agriculture. Les propres calculs du gouvernement espagnol reconnaissent que, sans l'arrivée continue de travailleurs étrangers, beaucoup de ces secteurs ne pourraient tout simplement pas tenir avec la seule population locale disponible. C'est un paradoxe assez frappant. Un pays qui a de plus en plus besoin de la force de travail de ceux qui viennent d'ailleurs pour pouvoir prendre soin de sa propre population qui vieillit. Et même si le débat politique sur les retraites paraît lointain quand on commence seulement à penser à partir, c'est en réalité l'une des pièces qui façonne le plus les politiques migratoires espagnoles des prochaines années. Parce que sans nouvelle population active pour financer le système par ses cotisations, ce vieillissement deviendrait intenable bien plus vite qu'on ne le calcule aujourd'hui. Première question pour les commentaires. Est-ce que tu vivrais, toi, dans un pays où dans quelques années, un voisin sur 3 aura plus de 65 ans ? Dis-le moi en dessous. Et laisse un like si ce chiffre t'a autant surpris que nous quand on l'a vérifié. Nugrosset, une santé parmi les meilleures. Selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Espagne affiche une espérance de vie de 84 ans. Près de 3 ans au-dessus de la moyenne des pays les plus développés du monde. Seule une poignée de nations, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse et Andorre, notamment dépassent ce chiffre à l'échelle mondiale. Et il y a un détail encore plus frappant, la communauté de Madrid affiche à elle seule une espérance de vie supérieure à celle de n'importe quelle préfecture japonaise. Le Japon, le pays réputé le plus longévif de la planète. Ce n'est ni un hasard, ni de la chance génétique. L'Espagne investit de façon plutôt intelligente dans les soins primaires, dans la prévention des maladies chroniques et dans un système de santé publique qui, malgré ses problèmes, reste gratuit pour toute personne en situation régulière dans le pays. La dépense de santé tourne autour de 2% du produit intérieur brut, un niveau comparable à la moyenne des pays riches, mais dont le rendement est bien supérieur au coût. Ce que les organismes internationaux reconnaissent en plaçant régulièrement l'Espagne parmi les 10 meilleurs systèmes de santé de la planète. Cela dit, tout n'est pas parfait, et il faut le dire avec la même honnêteté que le reste. Les délais d'attente pour consulter un spécialiste ou se faire opérer se sont nettement allongés ces dernières années, et il existe des écarts notables entre régions. Madrid et le Pays Basque fonctionnent plus efficacement que l'Estrémadure ou l'Andalousie. Malgré tout, pour quelqu'un qui vient d'un système de santé privé hors de prix ou d'un système public saturé, arriver en Espagne et savoir qu'une urgence médicale ne va pas le ruiner reste, pour énormément de migrants, l'une des raisons les plus lourdes de rester sur le long terme. L'Espagne compte par ailleurs 4,4 médecins pour 1000 habitants, au-dessus de la moyenne des pays développés, même si le ratio est plus serré côté personnel infirmier. Et un chiffre surprend toujours ceux qui l'entendent pour la première fois. La mortalité par maladie cardiovasculaire a chuté de près de 9% en 3 ans dans tout le pays, précisément grâce à cette combinaison de prévention précoce et d'accès gratuit aux soins qui caractérise le système espagnol. Même pendant la pandémie, alors que l'Espagne était tombée jusqu'à la 8e place des pays développés en espérance de vie, le système a réussi à se redresser en quelques années à peine pour revenir dans le peloton de tête mondiale. Ce que très peu de pays ont réussi avec la même rapidité. Numéro 6, les Colombiens arrivent plus que tous les autres. Ce fait touche directement au cœur de cette vidéo.
Selon les données les plus récentes de l'Institut national de la statistique, au premier trimestre 2026, la nationalité la plus nombreuse parmi les immigrants arrivés en Espagne était la colombienne. 38 600 personnes en 3 mois à peine. Devant les Marocains et les Vénézuéliens, deuxième et troisième, ce n'est pas un accident d'un seul trimestre. La Colombie enchaîne déjà plusieurs périodes consécutives comme l'une des principales nationalités d'origine parmi ceux qui décident de s'installer sur le territoire espagnol. Et il y a une nuance intéressante que presque personne ne mentionne. Il y a aussi des Colombiens, des Vénézuéliens et des Marocains qui quittent l'Espagne chaque trimestre. Le mouvement migratoire n'est pas seulement une entrée, c'est un aller-retour permanent, avec toutes sortes d'histoires derrière chaque chiffre. Ce qui est absolument clair, en revanche, c'est que l'Espagne est devenue, pour une bonne partie de l'Amérique latine, la destination européenne la plus naturelle qui soit. Grâce à la langue commune, aux liens historiques qu'on verra plus loin, et à cette voie accélérée vers la nationalité dont on parlera tranquillement dans les derniers points, quand on vient de Colombie, du Venezuela, du Pérou, d'Équateur ou de n'importe quel autre pays de la région, il y a de fortes chances de connaître déjà quelqu'un, un membre de la famille, un ami, un ancien collègue qui a fait exactement cette valise ces dernières années. Et les histoires derrière ces chiffres se ressemblent souvent beaucoup. Quelqu'un qui entre d'abord avec un visa étudiant et le transforme ensuite en contrat de travail. Quelqu'un qui arrive par regroupement familial auprès d'une mère ou d'un père déjà installé, ou des couples qui obtiennent la résidence grâce à une relation stable avec un citoyen espagnol. Les chemins sont différents, mais ils finissent presque tous par se croiser au même endroit. La possibilité réelle de construire avec le temps une vie légale et stable dans le pays. Et on ne parle pas seulement des grandes capitales. Des villes moyennes comme Torrevieja sur la côte d'Alicante ou l'Hospitalet de Llobregat, collé à Barcelone, font partie des communes qui ont le plus gagné d'habitants sur la dernière année. En bonne partie grâce à l'arrivée continue de nouveaux résidents étrangers, qui choisissent des zones plus accessibles que les grandes capitales pour s'installer en famille. Nugré 5,50 millions, et ça monte. Début avril 2026, l'Espagne a atteint un record historique de population. 4,9, 6,87, un 2,0 habitants selon les données officielles et provisoires de l'Institut national de la statistique. Jamais, dans toute son histoire, le pays n'avait compté autant de monde vivant à l'intérieur de ses frontières en même temps. Mais il faut regarder ce qu'il y a vraiment derrière ce joli chiffre. Cette croissance ne vient pas de bébés qui naissent en plus grand nombre sur le sol espagnol. Elle vient presque entièrement de l'arrivée de personnes nées à l'étranger, qui dépassent déjà les 10 millions de résidents dans le pays, un autre record absolu de l'histoire récente. En réalité, le nombre de personnes nées en Espagne continue de baisser trimestre après trimestre, pendant que le pays gagne des habitants presque exclusivement grâce à ceux qui arrivent de l'extérieur. Et curieusement, les communautés qui grandissent le plus ne sont pas les plus célèbres sur les réseaux, Madrid ou Barcelone, mais les moins citées, la communauté valencienne, Castille-La Manche ou la région de Murcie, qui reçoivent un flux constant de nouveaux voisins. Cette croissance démographique portée presque entièrement par la migration est au fond l'autre face de la médaille du point numéro 8, un pays qui vieillit de l'intérieur, génération après génération, mais qui continue de croître et de fonctionner grâce à ceux qui décident d'y construire leur vie, souvent en venant d'un autre continent, avec leur propre histoire, leurs propres efforts et leur propre envie de s'en sortir. Et voici un détail qu'on raconte rarement. Le nombre de foyers en Espagne a lui aussi atteint un record historique, dépassant les 8 millions. Ce qui confirme qu'il ne s'agit pas seulement de gens de passage, mais de familles entières qui prennent racine, louent ou achètent un logement, inscrivent leurs enfants à l'école du quartier et bâtissent peu à peu une vie complète dans le pays. Nugré 4. 4 langues officielles cohabitent. L'Espagne n'est absolument pas un pays monolingue, même si vu de l'extérieur, elle en a souvent l'air. Le castillan est la langue officielle sur tout le territoire national, mais il cohabite avec 3 autres langues co-officielles selon les régions. Il y a le catalan, parlé en Catalogne, aux Baléares et dans une partie de la communauté valencienne. Le galicien, parlé dans toute la Galice, avec une sonorité très proche du portugais. Et l'euskara, le basque, présent au Pays basque et dans une partie de la Navarre, considérée par de nombreux linguistes comme l'une des langues les plus anciennes et les plus mystérieuses d'Europe, puisqu'il n'appartient à la même famille qu'aucune autre langue du continent et que son origine fait encore débat aujourd'hui dans le monde académique. Concrètement, si tu t'installes à Barcelone ou à Bilbao, il est parfaitement normal de voir la signalisation des rues dans 2 langues à la fois, d'entendre la radio locale parler catalan ou basque et de trouver des administrations qui accueillent indifféremment dans la langue régionale ou en castillan. Pour un migrant latino-américain, ça ne représente presque jamais un vrai problème au quotidien, puisque l'espagnol reste compris et parlé par l'ensemble de la population. Mais c'est souvent un choc culturel pour qui arrive en pensant que toute l'Espagne parle exactement pareil, avec le même accent et les mêmes expressions. Cette diversité linguistique est en réalité l'un des marqueurs d'identité les plus profonds du pays, et aussi une source constante de débats politiques sur l'autonomie que doit avoir chaque région face au gouvernement central. Pour qui arrive d'Amérique latine, ça comporte aussi un avantage pratique rarement mentionné, à l'examen de culture et de constitution exigé pour la nationalité dont on reparlera plus loin,
On ne te demandera jamais de catalan, de galicien ou de basque. Uniquement des connaissances générales sur l'Espagne en castillan. Cette diversité linguistique, qui ressemble à un obstacle au premier abord, ne complique donc pas du tout le chemin vers la nationalité, pour ceux qui parlent déjà espagnol comme langue maternelle. Numéro 3, la double nationalité sans renoncer à rien. On s'approche ici du vrai cœur de la vidéo. Et ce point surprend même des gens qui se renseignent depuis longtemps auprès d'avocats ou de cabinets spécialisés. Quand un ressortissant de la grande majorité des pays du monde se fait naturaliser espagnol, la loi espagnole lui impose, en règle générale, de renoncer formellement à sa nationalité d'origine. Mais il existe une exception énorme et assez peu connue en dehors des cercles juridiques. Les ressortissants des pays ibéro-américains, ainsi que ceux d'Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale et du Portugal, ne sont obligés de renoncer à absolument rien. Ce qui veut dire, en pratique, qu'un Colombien, un Mexicain, un Péruvien, un Argentin ou un Dominicain qui devient citoyen espagnol conserve intact son passeport d'origine, continue de pouvoir voter aux élections de son propre pays, garde tous ses droits de propriété-là, bat et ajoute par-dessus la nationalité espagnole, qui équivaut ni plus ni moins à la citoyenneté de toute l'Union européenne. Concrètement, 2 passeports parfaitement légaux et valides en même temps, la possibilité de voyager dans le monde entier en utilisant celui qui arrange le plus selon la situation. Et pas un seul droit perdu de son identité légale d'origine pour être allé chercher une vie meilleure de l'autre côté de l'Atlantique. Très peu de migrants d'autres régions du monde bénéficient du même privilège en se naturalisant en Espagne. Et c'est précisément l'une des raisons de poids pour lesquelles cette voie est si recherchée dans la communauté latino-américaine en particulier. Compare par exemple avec ce qui arrive aux ressortissants du Maroc, de Chine, d'Inde ou des États-Unis. S'ils veulent la nationalité espagnole, ils doivent bel et bien formaliser la renonciation à leur nationalité précédente, sauf si les lois de leur propre pays leur permettent malgré tout de conserver les deux. La différence est énorme. Pendant que les uns doivent choisir, les latino-américains peuvent garder les 2 identités légales en même temps, sans rien sacrifier de ce qu'ils avaient déjà construit dans leur pays d'origine. Numéro 2, la liste que personne ne connaît. Et on arrive au fait promis dès le début de la vidéo, celui qui déclenche le plus de réactions dans les commentaires à chaque fois qu'on prend le temps de l'expliquer calmement. Presque tout le monde sait, vaguement, que les latino-américains bénéficient d'un avantage pour obtenir la nationalité espagnole. Ce que presque personne n'a en tête, c'est la liste exacte des pays concernés. Ni le fait surprenant qu'il existe des nations qui ne sont pas latino-américaines et qui entrent pourtant dans ce même traitement de faveur. La loi espagnole, précisément à l'article 22 de son code civil, réduit le délai général de 10 ans à seulement 2 pour les ressortissants d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, de Cuba, d'Équateur, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de République dominicaine, d'Uruguay et du Venezuela. Jusque-là, rien de radicalement nouveau peut être. Mais en plus de tous ces pays latino-américains, cette même loi inclut aussi Andorre, les Philippines, la Guinée équatoriale et le Portugal. Et elle reconnaît ce même délai réduit aux personnes d'origine séfarade, c'est à dire aux descendants des Juifs expulsés d'Espagne il y a plus de 500 ans, sous le règne des rois catholiques. Oui, tu as bien entendu, l'Espagne continue de réparer, à travers sa propre loi sur la nationalité en vigueur aujourd'hui, un épisode historique vieux de plus de 5 siècles. Ce détail précis, la liste complète et les raisons historiques derrière chaque pays inclus, est justement ce que presque aucune vidéo sur le sujet ne prend le temps d'expliquer correctement. Résultat, énormément de gens l'apprennent trop tard ou se trompent en croyant que ce bénéfice ne concerne qu'une poignée de pays, alors que la liste est bien plus large et bien plus intéressante qu'il n'y paraît. Et il y a une autre nuance dans ce même point qui surprend beaucoup. Il existe des cas encore plus rapides que les 2 ans. Ils ne dépendent pas du pays d'origine, mais de liens personnels très précis avec l'Espagne. Par exemple, une personne née sur le territoire espagnol, une personne mariée depuis au moins 1 an à un citoyen espagnol sans séparation légale, ou l'enfant ou le petit-enfant d'un espagnol d'origine. Tous peuvent demander la nationalité avec 1 an de résidence à peine. Ce sont des situations plus spécifiques, qui ne concernent pas la majorité. Mais elles valent la peine d'être connues. Il arrive qu'une personne remplisse sans le savoir l'un de ces critères, et puisse raccourcir son chemin encore plus qu'elle ne l'imaginait. Nubré 1-2 ans pour devenir espagnol. Et on arrive enfin au fait qui donne son nom à toute cette vidéo, celui qui est en train de changer la vie de millions de personnes en ce moment même. Pendant que la grande majorité des nationalités du monde ont besoin de 10 années complètes de résidence légale et continue en Espagne pour ne serait-ce que pouvoir demander la citoyenneté, les ressortissants de tous les pays qu'on vient de citer n'ont besoin que de 2 ans. 2 ans contre 10. Ce n'est ni une promesse exagérée de réseaux sociaux, ni l'interprétation libre d'un avocat qui a envie de te vendre un service. C'est écrit tel quel à l'article 22 du Code civil espagnol, consultable par n'importe qui. Cela dit, et il faut le dire en toute honnêteté, ces 2 ans doivent être des années de résidence légale, continue et immédiatement antérieure à la demande.
Ne compte donc pas les années passées comme étudiant sans changement de statut migratoire, ni les périodes passées en situation irrégulière dans le pays. Il faut aussi réussir un examen de culture générale et de constitution espagnole, connu sous le nom de CCSE. En revanche, ceux qui viennent d'un pays où l'espagnol est déjà langue officielle sont complètement dispensés de l'examen de langue que doivent passer les autres nationalités. Il faut également prouver une bonne conduite civique, ne pas avoir d'antécédents judiciaires significatifs, ni en Espagne, ni dans le pays d'origine, et réunir une série de documents qui sont, en pratique, le véritable casse-tête de toute la procédure. Acte de naissance apostillé et traduit, certificat d'antécédent judiciaire du pays d'origine, apostillé lui aussi avec une validité de quelques mois seulement, et le passeport complet et en cours de validité. Un seul document expiré ou mal apostillé peut signifier des mois de retard supplémentaires. L'organisation et la patience comptent donc concrètement autant que les 2 ans de résidence. Une fois ces conditions remplies, la demande se dépose de façon entièrement numérique auprès du ministère espagnol de la Justice. Et même si le délai légal maximal de réponse est d'1 an, dans la réalité, la procédure complète prend généralement entre 1 et 2 ans de plus pour aboutir. Au bout de tout ce chemin, arrive le moment du serment de fidélité devant l'état civil. Et avec lui, enfin, la carte nationale d'identité et le passeport espagnol. Sans avoir eu à attendre une décennie entière, sans avoir eu à renoncer à quoi que ce soit de ce que tu étais avant de commencer. Alors si tu as déjà pensé que devenir citoyen européen était l'affaire de toute une vie de démarches interminables, l'Espagne démontre avec sa propre loi en vigueur aujourd'hui même que ce chemin peut se parcourir dans un délai bien plus humain et bien plus raisonnable, au moins pour ceux qui viennent de ce côté, là de l'Atlantique. Pas besoin d'y naître, pas besoin d'épouser qui que ce soit ni d'inventer un raccourci quelconque. Il suffit de remplir de façon légale, ordonnée et constante ces 2 années que la loi espagnole réserve spécifiquement à ces pays. Et maintenant, à toi. Si tu étais dans cette situation, est-ce que tu ferais ces 2 ans de résidence en Espagne pour décrocher la nationalité européenne? Ou est-ce que tu préférerais rester là où tu es aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, cette conversation devient toujours intéressante. Au terme du parcours, l'Espagne apparaît comme un pays plein de contrastes très réels. Elle vieillit de l'intérieur, année après année, mais accueille chaque trimestre des milliers de nouvelles personnes venues y construire leur vie. Elle paie des salaires plus élevés qu'une bonne partie de l'Amérique latine, mais avec un coût de la vie qui pèse lourd dans le portefeuille. Elle reçoit presque 2 fois plus de touristes qu'elle n'a d'habitants, et maintient pourtant l'un des meilleurs systèmes de santé et l'une des espérances de vie les plus élevées de la planète. C'est pas le paradis parfait qu'on vend parfois dans une vidéo de 30 secondes. C'est pas non plus la destination impossible que d'autres décrivent pour te décourager. C'est un pays réel, avec ses qualités et ses difficultés concrètes. Et qui possède en plus une caractéristique unique face à presque n'importe quelle autre destination européenne. Il offre à toute une liste de nations, de façon officielle et écrite dans sa propre loi, un chemin court, légal et parfaitement réel vers la nationalité européenne, sans leur demander de renoncer à ce qu'elles sont déjà. Si tu as aimé parcourir ces 10 faits avec nous, avec l'honnêteté et la vérification que cette chaîne promet toujours, abonne-toi maintenant pour ne pas rater le prochain pays qu'on va décortiquer de la même manière. Et laisse-nous en commentaire celui que tu aimerais qu'on analyse ensuite.